matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis donc très heureuse de recevoir aujourd'hui à la volée Yves Bonnet. Bonjour Yves Bonnet. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien directeur de la surveillance du territoire sous François Mitterrand. Vous allez nous raconter, ancien préfet également, ancien député UDF de la Manche et désormais conseiller régional Rassemblement national dans la région Normandie. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est qu'en effet, vous avez traité de surveillance du territoire, de renseignement. À une époque où, en plus, il était important de lutter contre l'ingérence soviétique, notamment. Donc, lutte contre l'ingérence étrangère, dont nous avons déjà parlé dans cette émission avec Caroline Galacteros et Éric Denessé, lutte que vous connaissez bien. Mais aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est pas bien appliquée, justement. Mais avant de critiquer ou de commenter ce qui se passe aujourd'hui dans notre prétendue lutte contre l'ingérence étrangère, je voudrais vous demander de nous raconter un petit peu votre carrière, si vous le voulez bien, et notamment puisque vous avez géré l'affaire Farwell. Et c'est quand même une histoire formidable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'était réellement avant que ces luttes contre l'ingérence et contre notamment l'Empire soviétique? Alors l'affaire, Farwell est une affaire, d'espionnage, c'est-à-dire d'identification et de concrétisation en quelque sorte, de l'espionnage soviétique et quand je suis arrivé à la DST, l'affaire était effectivement bien engagée, mais nous n'en avions pas encore tiré, les conclusions les plus significatives. À l'égard évidemment des soviétiques et singulièrement du KGB. Hmm. C'est donc moi qui ai proposé à François Mitterrand de porter un coup, très, très dur à l'espionnage soviétique et par conséquent de procéder à une expulsion, je cite le mot, parce qu'il est originel, une expulsion significative, d'agents du KGB et du GRU et François Mitterrand, c'est lui évidemment qui a pris la décision, a accepté. Nous avons donc été amenés à expulser 47 diplomates, je mets le mot «diplomate» entre guillemets parce que c'était des officiers de renseignement Oui. soviétiques, oui. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant à ce moment-là, c'est que les Soviétiques n'ont pas répliqué. Généralement, c'est la règle lorsqu'il y a une expulsion de diplomates qui sont là, évidemment la plupart du temps des officiers de renseignement, il y a une réponse, il y a une mesure de rétorsion. Et là, cette fois-ci, les Soviétiques n'ont pas réagi. Alors, Alors peut-être je vais juste m'arrêter pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément suivi l'affaire Farwell, peut-être rappeler que c'était donc, vous l'avez dit, une affaire d'espionnage dans laquelle notamment l'agent du KGB Vladimir Vetrov a transmis dans les années 80 énormément de documents oui, secrets alors du 2000, KGB. Oui. voilà, l'affaire Farwell est venue comme ça. Farwell, il s'appelait en réalité Vetrov, Mm. était un agent du KGB qui a fait passer à la DST 2997 documents. Oui. Bon, qui étaient, oui, c'est pas mal. Mais alors ces documents, ils présentaient une originalité, c'est que c'était des documents non pas russes à quelques exceptions près, mais des documents occidentaux. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, Farwell nous renvoyait des documents qui avaient été volés, hein, et ça nous permettait, à nous et à tous nos alliés, de voir jusqu'où pouvait aller l'espionnage Oui. soviétique. Et qui peut-être avait pu C'était participer aussi à la divulgation de ces informations secrètes occidentales. Oui, alors dès le départ, la DST, s'est entendue avec la CIA pour l'exploitation de ces documents. La CIA d'ailleurs a commencé à diffuser ces renseignements auprès de nos alliés communs, en particulier à l'intérieur de l'OTAN, mais sans nous le dire et en s'appropriant évidemment le mérite le mérite de l'opération. Bon, ce qui ne m'a pas beaucoup plu et ce que je leur ai dit très très carrément. Mm. Voilà. Alors, c'est ça l'affaire Farwell, Oui. C'était, En si fait, vous donc, voulez, ça a permis oui, alors ça a allez-y. permis aux Américains, en particulier au président Reagan, de mesurer l'ampleur des dégâts qui avaient pu être commis à l'intérieur de l'appareil de production et des objectifs militaires, américains
Et c'est ce qui a amené, évidemment à ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, c'est-à-dire à des mesures de rétorsion très fortes, de la part des États-Unis, que les Soviétiques ont été obligés de suivre, ce qui a mis leur économie en très mauvais état. On peut dire que dans une certaine mesure, l'affaire Farwell a précipité la fin du régime soviétique. Ah oui, d'accord. Donc revenons à ce que vous expliquiez, que donc l'affaire Farwell avait déjà émergé, mais vous n'aviez pas encore tiré les conséquences, nous n'avions pas encore tiré les conséquences sur le sol, français, et c'est vous qui finalement qui êtes à l'origine de l'expulsion de 47 entre guillemets «diplomates soviétiques», et vous commencez à nous expliquer voilà comment ça fonctionnait à l'époque. Donc là, on est véritablement, hein, dans ce qu'on appelle une lutte contre l'ingérence étrangère. Voilà, on veut des exemples aujourd'hui, on en parle tous les jours. Voilà ce qui se passe. Alors d'abord, comment ça se passe? C'était connu au grand public ou ça s'est fait dans la discrétion? Non, non, lorsque la décision a été prise par François Mitterrand, l'ambassadeur d'Union soviétique à Paris a été convoqué au Quai d'Orsay. Bon, Mmh. le secrétaire général du Quai d'Orsay et le ministre, qui était Claude Cheysson n'était pas là à ce moment-là, a signifié à l'ambassadeur d'Union soviétique qu'il procédait à l'expulsion de 47 de ses diplomates. Il lui en a fourni la liste. Et l'ambassadeur Vorontsov a demandé simplement que le secret soit fait, toute discrétion observée, sur, cette expulsion. Ce que le Quai d'Orsay a accepté évidemment, et en laissant un délai, de mémoire, je vous dis, c'est 3 semaines, hein, afin de préparer en quelque sorte le départ de ces diplomates. Ce qui est assez intéressant, c'est que en réalité, la mèche a été vendue par les soviétiques eux-mêmes, puisqu'ils se sont mis à organiser des pots de départ. Alors généralement, quand on organise un pot de départ, c'est qu'on s'en va, et assez rapidement, ça a fuité. Mais ça n'a pas fuité du côté de la DST, donc c'est ce qui était important. Mmh. Alors j'ajoute que, ce n'est pas un détail là par contre, le secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire en fait le patron de l'appareil soviétique, hein, était, l'ancien, patron du KGB, hein. Bon, et que, bien évidemment, lui, ça explique peut-être un peu la tonalité des réactions soviétiques. C'était Andropov, hein. Bon, Ouais. et Andropov n'avait évidemment pas intérêt à ce qu'en Union soviétique, on sache que, une opération, occidentale, en l'occurrence française, Mmh. avait abouti à l'expulsion soviétiques, de diplomates soviétiques, et puis aussi avait abouti à porter des coups très sévères à l'appareil d'espionnage soviétique. C'est pour ça, probablement, que quelques semaines, peu de semaines après l'expulsion, une mise au point apparue qui venait de Russie. Alors ils avaient choisi, Le Monde, ils avaient choisi le Spiegel allemand, hein, et puis il y avait un communiqué, purement soviétique. Alors ce qui est très drôle, c'est que ça se terminait, parce qu'on voit toujours la conclusion quand on reçoit une lettre, n'est-ce pas? Mmh. Ça se terminait de manière, à peu près de la manière suivante: «C'est une provocation américaine», ce qui était complètement faux, mais bon, on va fermer les yeux, et c'était pas dit comme ça, c'était dit en Mmh. termes diplomatiques, et il n'y aura pas de mesure de rétorsion. Mais la version russe qui est apparue n'était pas la même que la version qui est apparue Ah dans oui, le oui. Spiegel et dans Le Monde. Bon, elle était un peu différente, elle Ah était plus ferme. La oui, plus nôtre, ferme évidemment. Il fallait pas non plus paraître évidemment. faible face à «l'ennemi» entre guillemets. Mmh. Exactement. Oui, oui, très Voilà. intéressant, oui, Alors, oui. oui, moi, ce que je dois vous ajouter, c'est que quand je me suis aperçu que nos amis américains exploitaient l'affaire à leur bénéfice, c'est-à-dire expliquaient quand ils donnaient des documents aux Allemands, aux Danois, il y avait beaucoup de pays concernés, expliquaient que c'était, grâce aux performances de leur appareil, de renseignement, c'est-à-dire de la La CIA? CIA
ils avaient obtenu ces renseignements. Là, franchement, j'ai eu un coup de sang, et je me suis évidemment précipité. Alors d'abord, je leur ai interdit de diffuser ces documents sans notre accord. Et puis, je me suis précipité pour expliquer à tous les pays européens qui étaient concernés que cette affaire venait de la France, hein, et que c'était nous qui avions qui l'avions mené à bien. Voilà. Mmh. C'était quand même important, ce qui a permis à la DST d'exercer une sorte de leadership sur l'ensemble des services de renseignement européens, et ce n'était pas une petite affaire. Oui, alors justement, alors faisons le lien avec aujourd'hui et cette façon que vous avez eue de rappeler, le l'importance du renseignement français et notre, entre guillemets «leadership», pour utiliser justement un terme anglais. Hem Aujourd'hui, on nous parle tous les jours de lutte contre l'ingérence étrangère, l'ingérence russe, parce que étrangement, on s'intéresse plus à l'ingérence russe que d'autres ingérences, hein, alors que plusieurs rapports montrent que les ingérences chinoises ou américaines sont plus importantes, en tout cas, oui, plus prégnantes sur notre sol aujourd'hui. Euh, donc, est-ce qu'on utilise les bonnes méthodes pour lutter contre l'ingérence étrangère en général? Est-ce que notre façon de faire, de nous exprimer, de fermer les médias, par exemple, russes en France, sont les bonnes techniques pour lutter contre ces ingérences? Alors, la lutte contre les ingérences, c'est le credo de la DST aujourd'hui, de la DGSI, et elle se fait sous diverses formes, hein. Bon, il y a les moyens humains, hein, qui consistent effectivement à recruter des agents de renseignement, et à multiplier effectivement les contacts. Vous avez à la fois des gens qui collectent des renseignements et puis ce qu'on appelle des agents d'influence, qui sont des gens qui approchent en particulier les milieux politiques et qui essayent d'influer en quelque sorte, non pas sur le cours des événements, mais sur l'opinion de la classe politique. Alors, il s'y ajoute des moyens techniques, hein, c'est-à-dire les écoutes, l'espionnage, qui maintenant a été bouleversé par le recours aux moyens spéciaux et à l'électronique. Souvenez-vous de cet épisode amusant qui représentait Madame Merkel, c'est vrai d'ailleurs, hein, pratiquement espionnée dans sa salle de bain. Bon, Oui, je rappelle on d'ailleurs que les ce sont les informations de Julian Assange qui risque 175 ans de prison, qui a révélé, hein, que 3 de nos présidents étaient, écoutés, Oui, mais au parce plus que près par la CIA. voilà, alors tous les pays pratiquent le renseignement, hein, les soviétiques, les Russes aujourd'hui sont très loin d'en avoir l'exclusivité, et c'est une question de moyens. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez avancer, plus vous Mmh, pouvez rencontrer de gens, plus vous pouvez vous faire d'amis, d'alliés, et cetera, et cetera. mmh. Donc Donc alors maintenant, il s'y ajoute aussi les moyens, journalistiques. Bon, les moyens journalistiques, à l'époque où j'étais à DST, bon, c'était d'une efficacité mesurée, limitée, parce qu'on savait très bien l'orientation générale de la presse ou des journalistes. Donc c'était assez facile de les contrebattre en quelque sorte. mmh. Mais ça existe toujours. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des moyens non identifiés. Vous me parlez de Russia Today, de Sputnik, ou bon, bah, évidemment, ils sont archi connus. Donc, il est évident que quand vous regardez Russia Today ou Sputnik, vous savez très bien d'où ça vient et vous pouvez faire la part des choses. Par contre, vous avez des médias occidentaux qui sont sous l'influence directe de d'autres pays occidentaux, suivez mon regard, et qui là ne sont pas forcément identifiés. Alors donnez-nous, parlez-nous concrètement là, quand vous parlez d'autres médias sous l'influence d'autres pays. Il Bah, nous il y a faut des donner des médias qui sont exemples. Oui. influencés clairement par les Américains. Bon, la CIA dispose de fonds énormes, hein, Mmh, considérables, qui n'ont rien à voir avec ceux des autres services, et évidemment, il aurait très facile d'agir. mmh. Là, vous avez un exemple, par exemple, de Et où ils le font, hein, oui, bien sûr. de médias influencés ou de plateformes, qui sont particulièrement influencées par les Américains aujourd'hui en France? Bien sûr. Ah, moi, je ne le connais pas de manière précise, hein, Mmh, mmh, je ne suis plus opérationnel, hein, mais je sais que ça existe. Et mmh. d'ailleurs, nous en sommes tous l'objet, hein. Oui.
D'accord et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous expliquiez qu'à l'époque, finalement, vous avez reçu l'ambassadeur, de l'URSS, vous avez fait les choses entre guillemets «proprement» et d'ailleurs, il y a eu une réponse, relativement, propre aussi, du côté soviétique, qui était de dire: «Bon, ben, nous prenons acte, mais sans aller plus loin». Oui, Heu, c'était du 47-0 si vous voulez, ouais, hein. c'est ça. C'est un beau score de c'est un beau score de rugby. Voilà. Alors que d'habitude, c'est 10-10, 15-15 ou 20-20 parce que c'est d'ailleurs bien pesé, hein. Tu m'en as renvoyé 50, je vais t'en renvoyer 50. Ça, Oui c'est et classique. finalement, il y avait une forme de cordialité dans l'affront. Aujourd'hui, peut-on en dire autant, Yves Bonnet? Ben, aujourd'hui, moi, je vous dis encore une fois, je ne suis plus aux affaires. Il faut savoir que la lutte, la concurrence entre les services de renseignement et les services de sécurité, c'est pas une lutte de sauvages. On sait très bien à qui on a affaire. Les officiers de renseignement et les Russes, à cet égard, étaient plutôt en avance, sont formés, hein. Les gens du KGB sont très bien formés. Ceux de la CIA, ben, la CIA recrute sur titre, évidemment. Elle va chercher dans les universités. On a des gens qui sont formés, qui sont intelligents. Mmh. Donc de ce côté-là, on se parle, on sait toujours parler. Mmh. Lorsque dans la période qui a immédiatement succédé à l'expulsion, mes officiers, c'est-à-dire les officiers, les gens de la DST, ont continué à avoir des contacts avec les il y avait des contacts avec les Russes et les Russes n'avaient qu'une crainte, c'est que la situation s'envenime, c'est-à-dire que leur gouvernement décide de procéder à des expulsions de diplomates français. J'avais sous le coude une liste pour une seconde fournée d'expulsions, hein, et ils nous demandaient de ne pas les mettre sur la liste. Bon, parce que la vie pour un officier de renseignement russe, la vie en France, enfin à l'Occident de manière générale, était beaucoup plus agréable que la vie à Moscou. Ça c'est clair. Bah, oui, ça, c'est sûr, mais Et c'est les c'est petites faiblesses humaines, oui, hein, oui, bien sûr. exactement. Mais aujourd'hui et vous me disiez ça quand on préparait cette émission, finalement, le fait de, comment dire? De faire des moulins à vent avec nos bras, de faire, peut-être trop de bruit sur cette, lutte contre Bien sûr. l'ingérence russe, finalement dessert, l'objectif. Oui, mais je vous dis, c'est un peu facile de désigner du doigt un ennemi, il faut pas ou un adversaire comme vous voudrez. Mmh. Encore faut-il ne pas se tromper, hein, parce que les moyens que nous avons, qu'a par exemple la DGSI ou qu'avait la DSC sont des moyens limités. Ils sont limités heu par la rigueur financière, si Mmh. j'ose dire. Donc on ne peut pas faire à partir du moment où vous avez un budget, limité, il le sera toujours, ben, il faut évidemment, vous attacher aux vraies cibles, aux gens Mmh. qui sont importants. Ce que je disais, courir après les lapins dans la campagne, c'est pas très facile. Par contre, attendre le renard auprès du poulailler, oui, c'est là qu'il faut se concentrer là-dessus. Donc, je me suis concentré davantage sur les objectifs, que pouvaient rechercher les soviétiques que de courir individuellement après les soviétiques. Ce qui nous a amené d'ailleurs à leur tendre des pièges, hein. On leur faisait croire que certaines technologies étaient très avancées. En réalité, c'était souvent des technologies abandonnées et puis, ben, on les obligeait ou on les incitait de cette façon, à orienter leurs actions vers des objectifs qui ne valaient pas le coup, quoi. Mmh. Et j'avais d'ailleurs à cet égard un conseiller scientifique qui était d'origine serbe. Mmh. Et quand vous entendez aujourd'hui, par exemple, que, on le voit ça dans tous les médias, désormais, que derrière la révolte des agriculteurs, il y a une ingérence et une action, russe, que derrière la communication sur les punaises de lit, il y a, une action, russe. Comment vous voyez les choses? Est-ce que, les Russes sont vraiment si terribles qu'ils vont s'attaquer jusqu'à nos punaises de lit? Bah, Hem, écoutez, là franchement, encore une fois, j'ai pas d'éléments précis, mais encore une fois, ça me fait rire. Je vois surtout pas comment concrètement on peut faire.
Bon. Mmh. Surtout s'agissant du monde agricole, qui est un monde extraordinairement divers. Les agriculteurs sont des gens qui sont les uns placés les uns à côté des autres. Bon, même les organisations comme la FNSEA, que je connais bien, sont pas structurées comme, ils sont pas hiérarchisés. Bon, par conséquent, il faut aller chercher presque chaque paysan dans sa ferme. C'est Mmh. un petit peu compliqué et moi, alors personnellement, je crois pas du tout à ce genre de choses. C'est parce que matériellement, c'est impossible. Mmh. On peut Ça, vous dites finalement, soyons réalistes avant de parler d'ingérence derrière ce genre d'action. Voilà et encore une fois, c'est pas la peine de courir, après des cibles qui de se disperser en quelque Mmh, sorte, mmh. hein et quel que soit le pays, bon, c'est pas forcément les Russes, qui s'inquiètent le plus de du monde agricole en France. Il peut y avoir d'autres pays, encore une fois, suivez mon regard. Oui, là, vous pensez aux Américains. Bah, ils sont un peu partout. Bon et encore une fois, c'est normal, ils sont là pour ça. Mais Mmh, ils ont des moyens que les autres n'ont pas, hein. Puis mmh. ils ont des facilités parce que, hein, les facilités de Bah, sympathie a parce qu'on leur priori. ouvre les portes, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Caroline Galacteros et Éric de Nessé. On parle d'ingérence étrangère tous les jours et surtout encore plus aujourd'hui. Mais certaines ingérences, et on peut parler des affaires McKinsey notamment, hein, ce sont des entreprises privées Bien américaines, sûr. Non sont, mais vous elles, avez on leur déroule le tapis rouge. exactement. Mmh, Exactement et puis vous avez des ingérences inattendues. Vous avez aussi, il faut faire la part. Quelle est la ligne de démarcation entre l'ingérence, et l'influence? Bon, mmh, je prends les Turcs, par exemple. Bon, bah, les Turcs, ils ont des réseaux naturels, hein, qu'il leur suffit d'activer, ça leur coûte rien. J'en veux pas aux Turcs, hein, mais enfin, ils le font, bon mmh. et tous les pays jouent ce petit jeu, hein. Oui. Oui, ne soyons pas naïfs, tous les pays, jouent leur jeu, et en fait, à nous de jouer le nôtre pour mieux nous défendre de toutes les ingérences. Finalement, c'est un peu, le résumé de votre propos, Yves Bonnet. Merci encore. Je rappelle que vous êtes, ancien directeur de la surveillance du territoire sous François Mitterrand, ancien préfet, ancien député UDF de la Manche, désormais conseiller régional Rassemblement national en Normandie. Merci beaucoup, Yves Bonnet, et merci à vous tous, Merci, chers auditeurs, pour ces très, très belles audiences encore aujourd'hui. Merci. Continuez de mettre vos pouces levés, vos cœurs, vos commentaires pour faire monter dans les référencements cette vidéo et toutes nos vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous le savez, maintenant, vous pouvez vous abonner. 3 cafés par mois, je vous le dis, hein, c'est une façon de nous aider vraiment sur le long terme et de permettre à Toxin de passer à l'année prochaine. Et puis peut-être même d'avoir une grille un peu plus importante. On vous en reparlera. En tout cas, merci à tous ceux qui ont joué le jeu. N'oubliez pas aussi que vous pouvez signer la pétition pour continuer de lutter contre justement, enfin contre les attaques sur la liberté d'expression, pour défendre la liberté d'expression qui est plus que jamais en danger, vous l'avez compris. C'était encore notre sujet en corps à corps. Et je vous dis à demain, 7h30.